j'ai le plaisir de le faire avec Nadia Poncé et Kelly Hamilton Brown du comité HEC Montréal Alumni pour la planète, et également Florian Caillon, qui est notre premier permanent au sein de l'association Alumni for the Planet. On est très content de l'avoir avec nous. Et on a aujourd'hui deux intervenants de qualité qui vont faire des interventions sur le sujet de la biodiversité, mais avec des approches complémentaires. Antoine Caddy, qui va démarrer, qui est directeur recherche et innovation à CDC Biodiversité, que je présenterai plus en détail, qui est notre expert aujourd'hui. Et on a aussi un témoin qui est aussi expert, mais qui sera aujourd'hui témoin, qui s'appelle Christian Ruel, qui est vice-président finance et administration du Palais des Congrès de Montréal, au Québec. Voilà, alors on va démarrer tout de suite par une présentation rapide d'Alumni for the Planet et du comité Alumni pour la planète d'HEC Montréal Alumni. Je vais faire la présentation d'Alumni for the Planet. Donc, c'est une association qui est une association d'intérêt général qui a été créée il y a 2 ans et demi bientôt et qui a pour objectif de mobiliser massivement les alumni, c'est-à-dire les diplômés de l'enseignement supérieur, sur les enjeux du climat et de l'environnement pour les aider à agir au sein de leur entreprise ou de leur organisation. Alors, pourquoi est-ce que on a ciblé les alumni, ce n'est pas exclusif, mais c'est quand même prioritairement les alumni, c'est parce qu'ils ont des responsabilités dans les entreprises et les organisations publiques, et ils peuvent agir massivement et rapidement, et donc leur impact peut avoir un impact rapide et massif. C'est important parce que la transition écologique, elle n'est pas dans 10 ans, elle démarre et elle doit s'accélérer dès maintenant. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en action les diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les diplômés d'université ou d'école, ingénieurs, commerce, management, en leur apportant un soutien concret? Je vais vous expliquer comment les 3 volets de ce soutien concret, et en collaborant en particulier avec des associations d'alumni. Et aujourd'hui, on collabore avec HEC Montréal Alumni. On est très contents. C'est la première association d'anciens élèves à l'international qui coopère avec nous. On est vraiment très, très contents. Alors, pour vous donner une idée de l'écosystème dans lequel on agit, on est soutenu par nos parrains-marraines, Valérie Masson-Delmotte, du monde scientifique, qui est paléoclimatologue, qui est coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. On est aussi soutenu par le monde des entreprises, par Pascal Demurger, qui est le directeur général de la MAIF, et pour la société civile, par Yann Arthus-Bertrand, le photographe. Et on est aussi aujourd'hui appuyé, soutenu par près de 130 associations d'alumni, d'anciens élèves d'universités et d'écoles, en France et maintenant à l'international. On a un conseil scientifique de 10 membres. Antoine Caddy est membre de notre conseil scientifique qui nous accompagne et qui garantit le sérieux de ce que nous faisons. Et on est soutenu par des acteurs publics et privés. Je vais en citer quelques-uns: le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur, donc en France, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique en France. On est soutenu par la Conférence des grandes écoles, auquel appartient HEC Montréal, par France Université, par aussi Ingénieurs et Scientifiques de France, par l'Agence universitaire de la francophonie, avec laquelle on va réaliser un certain nombre de webinaires dans le monde entier. On va commencer dans l'Afrique du Nord et on va faire en Asie-Pacifique. Et on est soutenu par des acteurs privés comme ou des acteurs ou des fondations comme la Fondation européenne pour le climat et d'autres fondations d'entreprises. On va passer au dernier slide de présentation d'Alumni for the Planet. C'est une présentation rapide. Vous avez bien sûr accès à plus de détails sur le site. Donc, les 3 piliers de notre action, c'est l'information, où là, on met en accès libre sur notre site internet un certain nombre de ressources pédagogiques, de ressources pour agir, qui ont toutes été validées par des experts. Le deuxième pilier, c'est la connexion. Vous pouvez, en rentrant sur le site Alumni for the Planet, cliquer sur « Je rejoins le collectif des alumni engagés pour la planète ». Et en faisant ça, vous vous engagez à faire un certain nombre d'actions pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le climat, dans votre entreprise, dans votre collectivité locale, au niveau personnel. Et également, ça vous permet de vous mettre en contact avec des diplômés de la même université ou école, de la même entreprise ou de la même ville. Par exemple, ça a permis de monter une opération avec des alumni engagés d'une grande société qui s'appelle EDF,
une autre qui s'appelle Orange, et on a pu les mobiliser et mettre avec eux, mettre en marche avec eux des actions concrètes pour faire bouger l'entreprise. Aujourd'hui, plus de 4000, même presque 4500 alumni se sont engagés sur cette plateforme. Et je terminerai la présentation en disant que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment le passage à l'action, et ce sont ces webinaires. Alors, on a deux types de webinaires. Celui d'aujourd'hui, où vous allez avoir un expert et un témoin. Le témoin, c'est pour montrer que c'est possible, l'action est possible, on peut passer à l'action. Et ça, c'est le premier cycle de webinaire qui s'appelle Inspirer le passage à l'action. Le deuxième cycle, et qui est ouvert au grand public, et qui sont des webinaires, on en a déjà fait une vingtaine, ce sont des webinaires qui sont de l'inspiration. Et puis, on a des deuxièmes webinaires, c'est un peu la suite pour ceux qui veulent continuer. Ce sont des webinaires avec des coachs d'Alumni for the Planet où on fait du travail en intelligence collective. Et là, ce sont des webinaires en petits groupes. En général, c'est des webinaires où il y a 15-20 personnes qui travaillent sur des vrais projets, des projets concrets. Les gens apportent leurs projets. Par exemple, quelqu'un est venu et a dit « Je voudrais monter un collectif d'acteurs dans mon entreprise ». Et on l'a accompagné, et il a réussi à monter un collectif d'acteurs et de collaborateurs engagés qui travaillent avec le management et avec la direction des ressources, la direction du développement durable, mais ça vient de l'intérieur de l'entreprise, et c'est ça le plus important. Je m'arrête là. Vous allez voir aujourd'hui l'esprit des webinaires qu'on veut, qu'on est en train de pousser, et je passe la parole tout de suite à Nadia. Nadia, à toi. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je serai très brève pour laisser le plus de temps aux échanges avec nos deux experts. Je souhaite tout simplement vous laisser avec un message d'invitation. En fait, c'est vraiment pour nous écrire. Je vais noter l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire pour faire partie du comité Alumni pour la planète à HEC Montréal. En fait, on est un comité reconnu par notre association de diplômés. Donc, on est soutenu et on travaille en collaboration pour offrir un parcours de webinaires, de sensibilisation, d'inspiration comme celui d'aujourd'hui. Mais aussi, on souhaite davantage passer à l'action, comme Frédéric l'a si bien mentionné. On veut vraiment susciter cette collaboration et cet coaching par les pairs où on peut amener nos organisations un petit peu plus loin. Et mon invitation, en fait, s'étend autant à nos diplômés qui sont du côté de l'Atlantique de Montréal, mais aussi du côté de l'Atlantique de Frédéric et Florian qui nous accompagnent aujourd'hui. On a la chance d'avoir un bureau international en France qui peut nous aider aussi à mobiliser nos collègues qui sont du côté Europe, mais ici à Montréal, on est plusieurs à donner de notre temps et contribuer avec nos énergies pour mobiliser nos diplômés. Je finis vraiment par vous dire, par souligner aussi la présence de Marie-Hélène Jobin, notre directrice des relations et des partenariats internationaux à HEC Montréal, qui est avec nous aujourd'hui. Je pense que ça démontre aussi à quel point, même quand on a gradué, HEC Montréal continue à nous soutenir aussi pour nos actions. Donc, je m'arrête là et je passe la parole à nouveau, Frédéric, pour présenter notre premier expert. Merci Nadia. Donc, il va y avoir deux séquences. La première séquence, c'est l'expertise. La première séquence, c'est l'expertise. La deuxième, c'est le témoignage. Et on fera aussi un petit sondage pendant le webinaire. Donc, restez connectés. Un petit sondage pour voir le niveau de passage à l'action et la volonté de passage à l'action. Et on partagera les résultats avec vous. C'est complètement anonyme, bien sûr. Donc, notre expert Antoine Caddy, directeur recherche et innovation à CDC Biodiversité, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts et consignations en France, qui est aussi membre du conseil scientifique d'Alumni for the Planet, qui est un soutien depuis longtemps d'Alumni for the Planet. Et donc, sans plus attendre, Antoine, je vous passe la main. Donc, il va y avoir une présentation d'Antoine et après, on aura la possibilité de questions-réponses. Antoine, c'est à vous. Eh bien, parfait. Bonjour ou bonsoir à tous. Très heureux de commencer ou de terminer cet après-midi en parlant avec vous de biodiversité. Je n'ai pas le plaisir moi-même d'être passé par HEC, mais j'en ai quelques-uns dans mes équipes et puis je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise et donc régulièrement des gens qui ont ce parcours dans leurs racines.
Et donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est fondamental d'embarquer le monde économique et notamment l'entrepreneuriat dans ces sujets, les sujets climat, bien sûr, mais là, on commence à avoir déjà un petit peu de profondeur, un peu d'antériorité, mais également dans les sujets biodiversité. Alors, moi, voilà, ça marche. Je suis directeur recherche et innovation, Frédéric l'a dit, chez CDC Biodiversité, qui est une filiale de premier rang du groupe Caisse des dépôts et consignations. L'équivalent au Québec, c'est la Caisse des dépôts et des placements de mémoire. Donc, qui est une structure sœur, cousine. Enfin, voilà, on a beaucoup de points communs. Peut-être un petit point de différence qui est la gestion des retraites, puisque c'est capitalisation d'un côté et répartition de l'autre. C'est assez intéressant d'ailleurs dans la capacité qu'on a de pouvoir, du coup, changer un petit peu le timing et l'inflexion d'engagement financier sur les questions de transition écologique. CDC Biodiversité, on existe depuis 15 ans. On est presque 80 désormais, avec une accélération forte du nombre de sujets auxquels on travaille. On a commencé à travailler sur ce que l'on appelle en France la séquence éviter, réduire, compenser. Lorsqu'un projet, lorsqu'un bâtiment affecte des espèces ou des écosystèmes protégés. Et puis au fil du temps, on s'est mis à travailler sur bien d'autres sujets, et notamment dans ma direction recherche-innovation. On a pu ces dernières années aller chercher un certain nombre de signaux à bas bruit sur les questions de biodiversité et d'économie, et faire que ces deux termes qui, bien longtemps, ont été perçus comme orthogonaux, puissent cohabiter, voire peut-être demain ouvrir de nouvelles solutions pour stopper l'érosion de la biodiversité dont on va parler dans une minute. Voilà, dans les sujets que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais que je vous proposerai de regarder sur notre site web, il y a notamment celui de l'évaluation d'empreinte biodiversité, l'équivalent du bilan carbone pour la biodiversité. Ça s'appelle le Global Biodiversity Score, un écosystème d'acteurs, investisseurs, collectivités, entreprises qui, depuis 2020, avec notre outil, se sont formés à l'évaluation d'empreinte biodiversité et donc commencent à rentrer dans cette même dynamique que celle qu'on a développée pour le climat, avec le bilan carbone, avec la tonne équivalent carbone, et puis avec ce scénario 1,5 degré que les acteurs sont appelés à rejoindre. C'est quelque chose qui est assez un driver sur lequel peut-être on pourra revenir tout à l'heure au moment des questions. Alors, il me revient la lourde responsabilité en quelques minutes de vous parler de l'immensité de la biodiversité. Et quand je commence ce genre d'intervention, je rappelle, en tout cas j'aime rappeler que la biodiversité, c'est la vie sous toutes ses formes. L'homme fait partie de la biodiversité. Et il est important de peut-être sortir de l'image un peu d'Épinal que nous avons à chaque fois que nous parlons de biodiversité, où on a quelques espèces qui nous reviennent, soit nos espèces du quotidien, soit les espèces de notre bestiaire enfantin, je ne sais pas, baleines, gorilles, rhinocéros et girafes. Tout ça fait évidemment partie de la biodiversité, mais comme vous le voyez sur ce schéma, ça part vraiment de l'infiniment petit, et même au-delà des bactéries et des virus, on s'intéresse au génome, au patrimoine génétique de l'ensemble des individus qui composent des populations, qui composent des espèces qui elles-mêmes interagissent au sein d'écosystèmes. Et c'est cette richesse, ces interactions, cette diversité qui compose le vivant. Le vivant est le socle, et on va y revenir à plusieurs reprises, c'est vraiment le socle de la vie sur Terre, et c'est notre capacité à nous-mêmes vivre en tant qu'hommes sur la planète dépend étroitement de ce vivant. Alors, évidemment, tout le monde est au courant désormais, quels que soient nos âges, nous sommes tombés sur des articles, des bouquins, etc., qui précisent, qui détaillent cette 6e grande crise d'extinction. Pourquoi 6e? Parce qu'il y en a eu d'autres auparavant. Comme vous le voyez sur le schéma, ça remonte à pas mal d'années, 450 millions d'années pour la première. Ce qui singularise cette nouvelle crise d'extinction, et c'est l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui le dit, c'est que cette fois-ci, l'unique et seul responsable est l'homme. Et c'est important de l'avoir en tête. Cette extinction est née précisément au début de la révolution industrielle, et donc est étroitement liée à l'évolution de nos modèles économiques et notamment à la disponibilité d'une énergie facile, énergie fossile, qui a changé la donne dans notre capacité à exploiter, à produire, à consommer, etc. Alors, je vous parlais de l'IPBES, c'est important.
ce collectif de milliers de chercheurs de tout continent, de toute obédience, culture, religion, etc., s'est très vite retrouvé sur un consensus très fort et qui n'est pas discuté aujourd'hui. Il n'y a pas de scepticisme sur la question de l'érosion de la biodiversité comme il y en a eu malheureusement sur le climat et qui a fait perdre un peu de temps à tout le monde. Aujourd'hui, les causes de l'extinction de la biodiversité sont très bien définies. Il y a au moins 5 facteurs directs, vous les avez devant vous. Le premier, c'est une évidence, c'est le changement d'usage des sols. Ça va d'un changement qu'on pourrait considérer comme modeste, certains modèles agricoles. Donc, comprendre, y compris des cultures bio, y compris des pâturages, de montagnes, etc., qui peuvent paraître assez naturels, mais néanmoins, c'est une altération des espaces naturels historiques, ancestraux, et puis qui vont bien évidemment jusqu'à nos villes, jusqu'à nos dalles, nos parkings, où là, on ne retrouve plus un centimètre carré de biodiversité. C'est important d'avoir tout ça en tête, puisque quand on va adresser le sujet, et vous verrez tout à l'heure des chiffres et des courbes qui sont assez éloquentes, assez saisissantes sur l'état de la situation, en fait, il faut aller chercher la racine de ces valeurs-là, de cette situation, assez précisément, en acceptant en tout cas le principe des altérations. Le deuxième point, c'est celui de l'exploitation directe. Bon, ça, c'est assez évident, hein, tout ce qui va être matière première, alors issu de la déforestation, de la pêche, c'est les exemples évidents. Il y en a d'autres. Mais à partir du moment où on va finalement puiser dans la nature davantage que ce qu'elle est capable de régénérer, eh bien, on crée un déséquilibre et on affaiblit les écosystèmes qui fournissent ces matières premières. La question du changement climatique, avec là pour le coup un double effet qui se coule, c'est-à-dire le changement climatique lui-même participe à l'érosion de la biodiversité, tout en sachant que l'altération de la biodiversité accroît les effets du changement climatique, puisque l'affaiblissement de nos forêts, le réchauffement de nos océans, etc., ont malheureusement cette rétroactivité climat-biodiversité, et qui, en tout cas à ce jour, est malheureusement majoritairement dans le mauvais sens. La question des pollutions, bien évidemment, et puis la question des espèces exotiques envahissantes. Donc là, le point, c'est simplement le transport accéléré d'espèces par nos avions, nos bateaux, nos véhicules de toute catégorie qui vont en fait faire s'entrechoquer des espèces sorties d'écosystèmes avec lesquels elles auront coévolué au cours des derniers millénaires pour les imposer à des écosystèmes qui ne les connaissent pas et donc dans lesquels ces espèces auront tout un tas de conséquences plus ou moins importantes. Si c'était que ça, vous me direz, on a un certain nombre de réponses à apporter, et donc on pourrait d'ores et déjà mettre en place une stratégie pour réduire ces différentes pressions, ces différents facteurs. Le vrai problème nous vient de l'effet démultiplicateur de 4 causes principales, qui sont donc là des facteurs indirects et qui viennent véritablement démultiplier les différents points que je viens d'évoquer. Évidemment, le premier point, tout le monde l'a à l'esprit, c'est la question de la démographie. Donc, nous avons passé à l'échelle planétaire les 8 milliards. Les démographes nous annoncent environ 11 milliards d'humains d'ici la fin du siècle, tout en nous disant d'ailleurs que ça ne sera pas viable indépendamment des questions de biodiversité, et que pour tout un tas de raisons, nous allons probablement monter à 10-11 milliards et redescendre probablement à 7-8 milliards. Le deuxième point qui nous challenge, nous acteurs du monde économique, et j'en fais partie, c'est effectivement l'incapacité de nos modèles, de nos ressorts et de nos facteurs économiques à appréhender ce sujet correctement. Ça, c'est un vrai point. L'idée de se dire que l'économie, finalement, se déploie de manière infinie dans un monde fini, eh bien, doit aujourd'hui trouver une alternative. Et donc, il faut probablement à la fois réinventer ces modèles, mais également, par extension, réinventer nos modèles de société dans une dimension plus anthropique. Un point également, c'est l'incapacité de nos institutions et de nos gouvernances, mais c'est-à-dire pas simplement nos gouvernants, mais nous en tant qu'électeurs, ou nous-mêmes d'ailleurs en tant que femmes et hommes politiques, pour ceux qui ont ce genre de mandat, eh bien,
à partager le constat et à chercher le consensus. C'est un point extrêmement important et on l'a encore bien vu au moment de la COP 15. Les COP successives, qu'elles soient climat, biodive ou désertification, finalement achoppent toujours au même endroit. C'est le plus petit dénominateur commun. Et donc, de fait, et même si tout le monde avait envie que la COP 15 soit un succès, et au final, partage l'idée qu'elle est un succès, c'est quand même un succès quelque part en demi-teinte, dans la mesure où nous avons séché collectivement sur notre capacité à mobiliser des fonds, sur notre capacité à aller créer davantage de solidarité entre des pays qui ont des moyens et des pays qui en manquent, par exemple pour préserver de la biodiversité, etc. Et puis le dernier point, c'est celui des conflits et des épidémies. Et là, l'avantage, c'est que depuis que l'IPBES nous en parle, nous sommes désormais servis puisque nous avons, en tout cas pour nous, Européens, le retour de la guerre et le Covid, et ça, tout le monde l'a eu à l'échelle planétaire. Donc, vous voyez que, en fait, on est quand même dans une situation qui est assez mal embarquée, où si finalement la dia précédente pouvait nous laisser penser qu'on avait encore pas mal de choses en main, la seconde vient nous montrer que tout ça est un petit peu en train de nous échapper, et alors même qu'il est fondamental de construire des stratégies, et notamment pour les acteurs économiques, qui permettent d'anticiper non pas un des deux sujets, voire pire, un sujet puis l'autre. Vous avez compris le changement climatique, et puis lorsque je serai en capacité d'avoir intégré les enjeux du scénario 1,5 degré dans mon modèle économique, je me pencherai sur la biodiversité parce que comme ça, je pourrais gérer les choses crescendo. Non, en fait, on n'a pas du tout le temps. Et dans la mesure où les deux sujets interagissent, il est fondamental de les traiter ensemble, notamment pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est un point important que le GIEC et l'IPBES ont partagé dans un rapport commun en 2021. Vous y voyez que si on prend des décisions, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais vous pourrez aller regarder dans le document qui est en ligne. Si on prend des décisions simplement en s'intéressant au changement climatique, eh bien, dans malheureusement bien des cas, les décisions sont, disons, négatives pour la biodiversité, c'est-à-dire qu'elles ont un impact négatif supplémentaire pour la biodiversité. En revanche, et ça c'est un point d'attention sur lequel, encore une fois, le GIEC, l'IPBES et nous tous devons absolument changer de lunettes, eh bien, c'est que s'engager sur les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire engager, investir, financer la restauration écologique et ce qu'on appelle les solutions sans regret. Et vous le voyez, en fait, de manière un peu caricaturale, il y a beaucoup moins d'effets négatifs quand on s'intéresse d'abord à la biodiversité et par ricochet aussi au climat. Alors, un point, je vous disais tout à l'heure, mon propos ne se cible pas spécifiquement sur telle et telle espèce menacée. Nous en avons sur chacun de nos continents. Encore une fois, tout le monde a en tête telle ou telle espèce qui lui parle davantage et qui, effectivement, est au bord de l'extinction. C'est notamment l'IUCN, l'Union internationale de conservation de la nature, avec sa liste rouge qui, chaque mois de mai, chaque année, nous rappelle qu'un certain nombre d'espèces rentrent dans le grand sac des espèces au bord de l'extinction. Je crois, quand on est chef d'entreprise ou quand on est dirigeant d'entreprise, cette entrée-là est évidemment infiniment nécessaire et il est fondamental que des États, des ONG et nous-mêmes individuellement nous intéressions à tout ça. Mais lorsqu'on est chef d'entreprise, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est véritablement la relation étroite que la biodiversité et l'entreprise entretiennent. Et sur cette diapositive, vous voyez quelques illustrations de ce que la nature, les écosystèmes, lorsqu'ils fonctionnent, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas altérés par nos activités, peuvent nous apporter de solutions. Alors, ça va de choses plus ou moins fondamentales à des choses qui sont complètement socles pour nous, et donc typiquement des loisirs ou de la culture ou de l'esthétisme, jusqu'à la disponibilité de l'eau, la fertilité des sols, la pollinisation, etc., etc. Chacun, là encore, a son prisme lié à son éducation, à son mode de vie, lié à l'activité de l'entreprise dans laquelle il travaille. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête
que finalement, plus de la moitié du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, donc tous les services que j'ai évoqués sur la diapositive précédente, et qu'en fait, aucune des entreprises que vous avez, dans lesquelles vous travaillez ou des secteurs que vous voyez sur cette diapositive n'intègre dans sa comptabilité cette dépendance-là. Et c'est là que le risque devient majeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit et on développe un modèle économique qui repose sur quelque chose qui va devenir rare, voire peut-être disparaître, et qu'on n'est pas en capacité ni d'en financer la restauration, ni d'en financer une alternative technique ou autre, bien forcément, on se retrouve à risque. Alors évidemment, sur la diapositive, vous voyez les secteurs d'activité qui sont très immédiatement impactés, évidemment l'agriculture, évidemment la pêche, par ricochet l'agroalimentaire, etc. Mais vous voyez également que même si cette relation de double matérialité, risque responsabilité, risque dépendance, est moins forte, en fait, quasiment l'intégralité des secteurs d'activité sont directement ou indirectement reliés à l'état de la biodiversité. Alors, je vous parlais tout à l'heure du Global Biodiversity Score. On a essayé, en fait, donc notre outil d'évaluation de l'empreinte biodiversité, on a essayé sur ce schéma qui est un petit peu technique, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu ce qu'on a essayé de représenter, de reprendre ce qu'on appelle les limites planétaires. Je ne sais pas si vous avez vu ce concept qui permet d'exprimer en fait le moment où on va dépasser la capacité de la planète à recharger sa diversité biologique, sa disponibilité en eau, la fertilité de ses sols, etc. Et pour la biodiversité, la limite planétaire, elle se situe à moins 28%. Donc, vous voyez le 72, c'est les tirets rouges. Si on a entre 72 et 100% comprendre de nature vierge, c'est un terme évidemment un peu théorique, hein, mais si on est entre 72 et 100% de nature vierge, eh bien, globalement, la nature est en capacité de se régénérer au fur et à mesure qu'on l'altère, qu'on la consomme, qu'on l'affecte. En dessous de 72%, c'est une spirale négative et on rentre, de ce que nous disent les économistes, là c'est des scénarios posés par le GIEC, dans une zone d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont s'accélérer. Et c'est peut-être, ça fera sourire les Québécois qui nous écoutent, l'histoire de la pêche de Terre-Neuve, la pêche à la morue. Bon, ben voilà, il y avait beaucoup de morue. On venait d'Europe la pêcher lors de grandes campagnes de pêche. Et puis, au cours du 18e, les quantités de pêche ont diminué. Mais bon, ben voilà, on a accéléré l'intensité, on a mis des filets plus grands, peut-être avec des mailles plus petites, etc., pour pallier à la diminution du volume de poissons disponibles. Et puis, à un moment, il n'y a plus rien eu du tout. Et c'est exactement le sujet, hein, c'est-à-dire que malheureusement, il y a un certain nombre d'effets dont on a pour certains pu décrire le fonctionnement, d'autres pas encore, qui font que lorsqu'on a atteint des seuils critiques, eh bien, on est face à des situations d'effondrement. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'effondrement. Vous voyez, si vous tirez un trait au-dessus de 2023, donc on est vers les 60%, c'est-à-dire en creux 40% de nature vierge d'ores et déjà disparue. Je vous dis ça, c'est-à-dire c'est de la biodiversité disparue en moyenne sur la planète. Là encore, c'est très théorique comme approche, mais ça veut dire vous voyez, en 2050, on ne sera pas très loin d'avoir perdu la moitié du vivant. Et ça va se traduire par des espèces, des individus, un patrimoine génétique, par un peu tout ça. Évidemment, beaucoup d'espèces auront disparu, mais c'est peut-être pas tant ça le pire. Il y avait d'ailleurs dans l'avant-dernier, je crois mardi, dans un papier dans Le Monde, qui revenait sur l'effondrement des populations d'insectes et les conséquences probablement très importantes que cela allait avoir sur les écosystèmes et notamment les écosystèmes agricoles. Et voilà, ça c'est un exemple. Alors, pour faire le lien avec la COP, évidemment, en 2010, on avait pris un premier engagement qui était de stopper l'érosion de la biodiversité en 2020. En 2020, quand on a fait le bilan, on s'est aperçu c'est important, aucun des engagements qu'on avait pris collectivement n'a été tenu, deux très, très partiellement. Donc, en fait, on est vraiment aux abonnés absents. On n'est pas du tout au truc. Et parallèlement, comme vous le voyez sur ce schéma, la situation s'est dégradée en une décennie. Entre-temps, on a eu le Covid, donc en plus, la COP a été décalée de 3 ans. Heureusement que vous avez pu l'accueillir pour accélérer les choses. Je pense que si on attendait toujours qu'elle se tienne à Kunming, ça serait pour je ne sais pas quand. Et donc,
on a reformulé en fait ces engagements, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, bah voilà, on n'a pas réussi à le faire en 2020, bah, il faut qu'on le cible en 2030. Donc, il nous reste 7 ans pour stopper l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire réduire le rythme d'extinction de 20% tous les 4 ans. C'est extrêmement ambitieux et c'est d'autant plus ambitieux que l'IPBES nous rappelle que ça ne sera pas du tout suffisant et qu'en fait, pour rejoindre cette zone acceptable, en tout cas s'en rapprocher le plus possible, eh bien, il va falloir restaurer 15 à 20% de la biodiversité détruite. Donc, en vous disant tout ça, on n'est pas en train de se dire que c'est impossible, on est en train de se dire que c'est majeur, que c'est des gros montants, que c'est un changement profond, transformateur de nos modèles de société, de nos modèles d'entreprise, et qu'il va falloir que tout le monde fasse sa partie. Alors très concrètement, il y a ce qui va se faire dans un cadre volontaire, puis il y a ce qui va se faire dans un cadre réglementaire. Ce qui est sorti des Nations Unies juste avant Noël, c'est quelque chose qui, donc là je l'illustre évidemment pour la partie européenne, mais donc ça va se traduire par une poussée réglementaire à l'échelle européenne, et d'ailleurs on le voit bien, j'en parlais avec un certain nombre de juristes encore tout à l'heure, la première grande loi de protection de la nature en France, c'est 1976. Elle est votée de manière très consensuelle à l'Assemblée nationale. Elle est globalement très peu suivie des faits. Mais bon, il y a quand même un ministre de l'Environnement, il y a quand même un certain nombre de choses. Il faut attendre en France 2016 en fait, pour qu'on ait une nouvelle loi qui s'intéresse véritablement à la biodiversité. Par contre, entre 2016 et 2023, là, il y a un certain nombre de textes sur le reporting extra-financier, sur le zéro artificialisation nette. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître et qui sont, vraiment pour terminer mon propos, qui sont l'illustration en fait peut-être la plus concrète des engagements qui sont discutés de COP en COP. Voilà. Et donc, peut-être juste un mot, vous dire que, enfin, je ne sais pas du coup si Frédéric, vous revenez spécifiquement sur la COP ensuite ou… Non, ok. Non, Donc, vous pouvez, peut-être je pense que c'est bien d'en dire un mot. C'est bien d'en dire un mot. Ok. Juste quelques mots pour que vous compreniez vraiment mais la logique. Une COP pour la biodiversité, la différence du climat qui se tient globalement chaque année, sur la biodive, c'est tous les 2 ans. Globalement, quand on sort d'une COP, les représentants des États qui siègent aux Nations Unies, à la Convention pour la diversité biologique, soufflent pendant 3 mois, puis assez rapidement, en fait, ils se remettent sur ce qu'on appelle un zéro draft, c'est-à-dire une brique à casser, un texte qui va dessiner les engagements à prendre à la COP suivante. Ça fait l'objet d'un certain nombre de rendez-vous, globalement rendez-vous par semestre, puis des rendez-vous trimestriels, globalement, quand on s'approche de la COP. Donc là, typiquement, ça a été un petit peu long entre Sharm el-Sheikh en 2018 et Montréal fin 2022. Et donc, bon, voilà, il y a eu une réaccélération en 2022, puis la tenue de la COP, et cette COP, généralement, s'achève avec ce qu'on appelle un segment de haut niveau, c'est-à-dire un moment où les chefs d'État, leurs représentants se retrouvent pour accélérer le processus et ce qu'on appelle enlever les crochets, c'est-à-dire simplifier le texte, formaliser les engagements et chercher ce consensus en essayant de brusquer peut-être les plus timides, les plus timorés ou ceux qui sont les plus sous le joug de tel ou tel lobby, etc. C'est vraiment un énorme sujet diplomatique. Pour la France, par exemple, c'est autant Bercy que le Quai d'Orsay que le ministère de l'Environnement qui sont à la manœuvre. Ce n'est pas du tout que les experts du ministère de l'Environnement, déjà parce que les sujets sont très divers, et puis parce qu'en fait, il y a beaucoup de négociations en coulisses. Il y a beaucoup de, ok, mais si tu veux de l'aide au développement, si tu veux que l'Agence française du développement finance tel truc, lâche un peu sur les phytosanitaires, la production, je ne sais pas, du tabac, du soja, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ce genre de choses. C'est captivant en soi. C'est toujours un moment extrêmement fort d'un point de vue, je dirais, intellectuel, émulation, mobilisation, etc. Et puis, à un moment, voilà, le soufflet retombe, il se fige à un niveau d'ambition, et puis c'est à partir de là qu'on repart pour les négos à suivre. Je vous propose de retenir que donc cette année, on avait quatre goals principaux, la conservation, l'utilisation durable des ressources naturelles, la question du partage équitable sur laquelle on bute depuis plus de 10 ans, et puis la question de la mise en œuvre et notamment des indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, les entreprises
ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer. Alors, c'est quelque chose qui est monté en puissance. L'IPBES, l'IUCN, qui s'était réuni en septembre 2020 à Marseille à l'occasion de son grand congrès qui se tient tous les 4 ans, avait insisté sur la nécessité que les acteurs économiques, les entreprises, les investisseurs, aussi les collectivités, participent au rehaussement de l'ambition, prennent leur part des engagements, prennent leur part des financements à mobiliser. L'IPBES et le GIEC avaient également appelé à ce que ça se fasse, si ce n'est que c'était la première fois à Montréal que tous ces acteurs se sont retrouvés. Sur le climat, ça fait quelques COP, et donc il y a une habitude. Voilà, les entreprises, les chercheurs, etc., se parlent, négocient, discutent, etc. Alors, il est clair que le monde économique ne négocie pas au moment de la COP, mais sa présence a une influence sur l'ambiance, sur d'autres négociations, le cas échéant, peut-être sur l'ambition. Et ça a été assez étonnant de voir ce qui s'est passé à l'automne dernier, l'automne 2022. On a vu énormément d'entreprises, notamment dans le cadre d'une dynamique qui s'appelle Business for Nature, où on a eu plus de 5000 entreprises majeures du monde entier qui ont pris la parole pour dire, voilà, on veut un fort niveau d'ambition et on sait que ça se traduira par des contraintes, mais on est d'accord pour accepter ces contraintes et pour composer avec, en fait, pour nous adapter. Ça nous donnera, ça nous piquera un peu pour prendre ces engagements. Mais quand tous ces acteurs sont arrivés physiquement à Montréal, avec une myriade de propositions de side events, de rendez-vous, etc., ça a créé un petit malaise. Les chercheurs, les négociateurs se sont dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire diluer? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire emmener sur des chemins qu'on contrôle moins, qu'on ne connaît pas, etc. Bon, c'était assez intéressant et au final, je crois que cette COP, pour le coup, de ce point de vue-là, en tout cas, a été tout à fait réussie. Bon, les lieux, c'est l'occasion pour moi de le redire, ça a été vraiment monté comme une horloge, c'était extrêmement confortable. Il a fait très froid, mais on n'a pas senti ça du tout dans les négociations et à l'intérieur du bunker qui était le Palais des Congrès. Donc, c'était un moment extrêmement important et il en ressort, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre d'objectifs. Vous avez là notamment 8 cibles qui vont continuer à faire parler d'elles. Côté français, on s'est par exemple beaucoup impliqué sur la protection terres et mers 30-30, c'est-à-dire 30% d'aires marines protégées, d'aires terrestres protégées en 2030. Pour tout dire, c'est un petit peu un vœu pieux. Tout ça, ça veut dire en fait surtout que ça dépend comment on va comptabiliser les aires protégées. Si on met juste pour la partie France hexagone, les parcs nationaux et les réserves naturelles nationales, pour l'instant, on est à 2%. Donc 2, ce n'est pas 30. Mais voilà, si on met les parcs naturels régionaux, etc., qui ne sont pas statutairement des aires protégées, ben, on s'approche des 30. Donc après, ben, voilà, c'est un peu de politique. Ce qui est important, c'est que là, on a quand même des cibles concrètes vers lesquelles on peut tendre. Et ça permet également aux acteurs économiques de se dire, bah, tiens, sur les pollutions, comment je peux faire? Contribuer aux aires protégées, qu'est-ce que je peux faire? Travailler sur les enjeux de restauration écologique, quelle peut être ma mission, ma contribution? Voilà, des cibles, il y en a pas mal. Il y en a une, et je terminerai là-dessus, qui est importante, qui est celle de l'évaluation de l'empreinte. Donc, ça s'inscrit évidemment dans le cadre des travaux qu'on a pu faire. Je vous parlais avec le Global Biodiversity Score. On n'a pas réussi, alors certains diront ouf, d'autres diront dommage, mais on n'a pas réussi à rendre obligatoire la question du bilan biodiversité, donc du reporting ESG étendu à la biodive à l'échelle mondiale. En revanche, à l'échelle européenne, et notamment avec, dans les tout prochains mois, en fait, la mise en œuvre de la CSRD, qui va se traduire en 2025 sur un reporting pour les entreprises de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, étendu à la biodive pour les données 2024. Donc 2024, vous voyez, en fait, on termine 2023, on est déjà quasiment à un tiers. Et on sera directement dedans. Pour les investisseurs, avec l'article 29 en France, c'est déjà le cas. À l'échelle européenne, c'est encore en discussion. Mais vous voyez, c'est important de voir qu'en fait, le sujet de la biodiversité, notamment avec cette cible 15, n'est plus devenu qu'un sujet philanthropique, sympathique, de ruche sur le toit, etc. C'est vraiment devenu un truc très, très inséré dans la vie de l'entreprise. Il y a encore des étapes à venir. Il y aura encore des étapes telles que celle de la comptabilité écologique. Il y a celle de nos changements de modèle, de la question de l'évolution de nos chaînes de valeur sur ces sujets. Mais voilà, néanmoins,
cette COP aura permis d'opérer, je pense, cette bascule. Voilà. Et il nous reste beaucoup de choses à faire. Et vous avez tous votre rôle à jouer, que ce soit par le changement de vos pratiques, la construction, l'élaboration de stratégies, l'évaluation de votre empreinte, l'élargissement dans le cadre du dialogue actionnarial avec les entreprises dans lesquelles vous êtes investisseur, dans lesquelles, pardon, avec les investisseurs auxquels vous proposez de vous rejoindre. Donc, il y a tous ces champs-là qui sont des champs vraiment au cœur du business, doivent embarquer la biodiversité. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de propositions pour le faire et c'est le moment d'y aller. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je vais vous poser une question qui n'est pas facile et je vais vous demander d'y répondre en 2 minutes pour qu'on puisse après permettre à Christian Ruel de réagir. Mais c'est une question qui est revenue 2 fois et je vais vous lire les deux questions. C'est comment former un groupe de travail pour passer à l'action d'entreprise, comment inciter les gens sans les surcharger et comment faire comprendre aux cadres d'entreprise la dépendance à la biodiversité et comment transformer les comportements. Antoine, vous avez 2 minutes. C'est l'ouverture d'une discussion, mais c'est vraiment pour ça que les gens sont là aujourd'hui. C'est pour savoir comment passer à l'action. Bien sûr. Alors, pour embarquer les collaborateurs, là, pour le coup, il y a un certain nombre de publications. Vous pouvez vous rendre sur notre site, la mission économie de la biodiversité. Selon votre secteur d'activité, vous piochez celle qui vous intéresse. Ce type d'intervention, Alumni for the Planet peut en faire d'autres. Enfin, il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui. Mais vous voyez, ce n'est pas tant de la pédagogie que vraiment d'arriver à parler, à embarquer les porteurs de projets, les responsables, etc. Moi, j'interviens de plus en plus devant des CODIR, etc., qui essaient de comprendre déjà le sujet de la relation biodive et économie. Il y a vraiment un truc, c'est qu'il ne faut plus se cacher derrière son petit doigt. On ne peut plus, encore une fois, dire je fais un chèque à tel assaut et j'ai fait ma partie du boulot, quoi. Ou j'ai simplement pris un engagement zéro déforestation, ou etc. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, comment faire? Enfin, comment davantage avancer? Alors, en tout cas, pour la partie française, la dynamique… alors, je ferai une réponse en 2 temps. Il y a entreprises engagées pour la nature ou Act for Nature. C'est deux dynamiques qui vous proposent en fait de structurer une stratégie biodiversité, une stratégie avec des engagements sur lesquels vous devez reporter chaque année pour l'un, tous les 2 ans pour l'autre. Donc ça, c'est une bonne façon d'avancer. Vous pouvez aussi faire appel à un certain nombre d'organismes, de conseils, etc., qui vous aideront à structurer votre démarche. Moi, il y a un truc qui me plaît bien, c'est la démarche entreprise à mission. Donc, il va embarquer évidemment, selon vos secteurs d'activité, bien plus large que la biodiversité, mais qui vous permet de faire rentrer en fait dans la vie de l'entreprise des acteurs qui ont une connaissance du sujet et qui vont du coup confronter cette connaissance du sujet avec l'expertise que vous avez, vous, de votre activité. Et j'ai moi-même le plaisir d'être dans 1 ou 2 conseils d'administration et ou dans 1 ou 2 conseils d'entreprise à mission. C'est très riche. Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça génère beaucoup de questions, mais également vraiment toute une démarche de passage à l'action. Et puis, voilà, il y a selon les pays dans lesquels on se situe, un certain nombre d'ONG qui peuvent également vous accompagner ou que vous pouvez accompagner. En fait, tout ça se fait évidemment dans une compréhension bien faite. Et juste retenez que il y a vraiment une question d'échelle. Voilà, c'est le truc qui est important. C'est-à-dire que l'idée de passer, comme on le fait sur le bilan carbone, par une évaluation de mes risques et de ma dépendance, c'est un bon moyen, un moment de construire une stratégie qui est au bon niveau. Merci beaucoup, Antoine. Et Merci ça à vous. fait la transition directe avec Kelly et Christian. Kelly, à toi. Merci. Merci Frédéric et merci Antoine d'avoir été parmi nous, de nous avoir partagé tout ça. Je pense que ça a suscité beaucoup de conversations dans le clavardage, donc on voit que c'est vraiment un sujet d'intérêt. Donc, comme Frédéric mentionnait, là, je suis membre du comité Alumni pour la planète pour le chapitre HEC Montréal et c'est vraiment un plaisir là, de vous avoir parmi nous en ce petit webinaire. Et je vois quelques collègues là, de ma promotion qui se sont joints à nous, là, donc salut à vous. Donc, c'est vraiment un plaisir aussi d'avoir Christian Ruel là, qui s'est joint à nous pour l'occasion. Donc, Christian, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Plaisir. Christian est VP Finances et Services administratifs au Palais des Congrès ici à Montréal. Et je vais te laisser te présenter. Donc, Christian, pour débuter, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton rôle actuel? Alors, VP Finances et Administration au Palais des Congrès de Montréal. Ça fait quelques années que j'occupe cette position-là. Le rôle de VP Finances et Administration, bon, il y a les classiques, la comptabilité, les finances, mais les technologies de l'information, des choses de cette nature-là. Mais dans mon rôle, il y a deux choses qui sont quand même intéressantes, qui sont pertinentes à la posture, je dirais, générale du Palais vis-à-vis du développement durable. D'abord, comme on est une société d'État qui appartient au gouvernement du Québec, toutes les sociétés d'État ont un responsable du développement durable. Dans notre cas, c'est moi qui occupe cette responsabilité-là. Donc, j'ai le chapeau de faire la coordination des actions du Palais et la reddition de comptes auprès du gouvernement, là, tout ce qui concerne le développement durable. L'autre élément qui est intéressant, c'est que j'ai la responsabilité de coordonner la planification stratégique du Palais. Et là, on est précisément en train de compléter là, le prochain cycle, c'est-à-dire que le prochain plan stratégique du Palais va couvrir la période 2023-2027. Et c'est évidemment le moment d'y introduire des éléments qui sont liés à la durabilité dans nos objectifs d'affaires, nos objectifs stratégiques. Donc, en gros, c'est le type de fonction là, que j'occupe au Palais. Puis, je suis diplômé des HEC du DESS en gestion des organismes culturels il y a de ça quelques années. Là, je trahirais mon âge en vous disant à quelle année j'ai gradué. Mais ceci dit, c'est toujours un plaisir là, de recollaborer avec vous. Merci, Christian. Tu as parlé de la fonction que tu occupais là, en parallèle là, à ton rôle de vice-président. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi là, de te lancer dans cette fonction-là ou même au début de ton parcours? En fait, le développement durable au Palais, je dirais que c'est devenu une nécessité il y a de quelques années. Nécessité de deux manières, en fait. Les gens qui occupaient des postes de direction au Palais avaient dans leurs valeurs qu'on travaille là-dessus, qu'on trouve des manières de faire mieux qu'on faisait. Évidemment, on n'a pas la prétention de croire que comme centre de congrès, avec notre domaine d'activité qui nécessite du voyage, des transports, que des gens passent d'un continent à un autre, on n'avait pas la prétention de croire qu'on allait changer complètement le monde. Par contre, dans notre domaine d'activité, on pensait qu'on pouvait faire des gestes plus significatifs. Puis ça, c'est venu essentiellement de la haute direction du Palais. Le PDG qui m'a embauché avait vraiment cette vision-là. Puis la personne qui le remplace présentement, Emmanuel Legault, a la même préoccupation. Donc, on est dans la continuité depuis un certain temps. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, je dirais, la pandémie a eu ça de bien. C'est rare qu'on dise ça, mais la pandémie est venue cristalliser, je dirais, dans l'industrie du tourisme d'affaires et de l'événementiel d'affaires, la nécessité de repenser les événements, mais dans une perspective de développement durable. Alors là, contrairement à ce qu'on voyait il y a peut-être 4 ou 5 ans, il y a vraiment une volonté des différents acteurs. Et là, à différents niveaux, on s'entend, ce n'est pas tout le monde tambour et trompette, là, mais il y a quand même un mouvement qu'on ne ressentait pas il y a peut-être de ça avant la pandémie. C'était beaucoup plus difficile de faire bouger les choses. Là, on sent qu'il y a une volonté, puis c'est ça. Donc, pour nous, ça devient une condition de développement d'affaires. C'est une préoccupation des organisateurs d'événements qui veulent venir au Palais et à Montréal. Donc, c'est presque devenu une nécessité, je dirais. Et quand tu parlais de transformation, là, ça fait un lien très clair là, avec ce qu'Antoine nous partageait. Là. Donc, de ton côté, Christian, que vois-tu comme transformation que vous avez lancée, puis quels ont été les impacts concrets de ces transformations-là? C'est sûr que j'écoutais un monsieur qui a dit parler de la biodiversité, puis le Palais, on n'est pas un parc naturel, on n'a pas, je ne suis pas le ministère des Pêches et des Océans, on n'a pas cette capacité d'agir autant que d'autres pourraient le faire sur les enjeux de biodiversité. Ceci étant dit, il y a quand même quelques éléments clés et forts sur lesquels on s'appuie, puis qui, en fait, le premier symbolise le Palais depuis plusieurs années là, auprès des associations qui viennent chez nous, puis de la destination montréalaise en particulier. C'est le laboratoire d'agriculture urbaine qu'on accueille sur notre toit. Alors, ça fait plusieurs années, là, on parle plus d'une dizaine d'années qu'on y cultive toutes sortes de légumes, qu'on y fait en fait de l'activité agricole dans une perspective de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'agriculture dans un environnement urbain sur un toit
en plein centre-ville de Montréal. Donc, c'est un lieu là, qui est devenu, je dirais, iconique de nos activités. Ça nous sert très bien, mais on le rend possible également. Ce n'est pas, je vous dirais que c'est du donnant-donnant. Nous, ça fait notre bonheur d'avoir l'organisme OLAM qui est sur notre toit et qui gère ça. De leur perspective, on leur donne un lieu qu'on est en train d'agrandir d'ailleurs, puisque un toit, normalement, ça n'accueille pas des laboratoires d'agriculture et le nôtre avait quelques années. Là, donc, on est en train de refaire tout ça, mais pour mieux les accueillir puis maintenir cette relation avec eux. La deuxième chose qui est importante pour nous, quand on a décidé d'être sérieux avec le développement durable, on a décidé d'agir au niveau de la compensation. Évidemment, ce n'est pas le meilleur geste à faire. On devrait réduire à la source plutôt que de compenser. Mais bon, on a un bâtiment qui, au total, a 1,4 million de pieds carrés. Donc, je vous dis, c'est gigantesque. C'est 350 mètres par 150 mètres, le Palais des Congrès, sur 4-5 étages. Donc, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de compenser les émanations de gaz à effet de serre qui originent du bâtiment. Pas de nos activités, on a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais le bâtiment, c'est grosso modo 1000 tonnes de GES générées par année. Et on a fait un partenariat avec avec l'Université Laval et la forêt Montmorency est utilisé comme puits de carbone pour faire justement la compensation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement des crédits carbone qu'on achète parce qu'avec l'Université Laval, chaque crédit que l'on paie est un peu plus cher que ce qu'on pourrait retrouver, disons, sur le marché. Ce qu'on fait, c'est de contribuer à la recherche en foresterie, parce qu'évidemment, la forêt Montmorency à Québec, près de l'université, quand même à 1 heure de route, 45 minutes de route de l'Université Laval, c'est un lieu de recherche en foresterie. C'est vraiment intéressant. Puis, on trouvait vraiment particulier puis significatif que le Palais puisse s'associer à l'Université Laval. Le gros des événements que nous, on accueille au Palais, là, qui sont des congrès internationaux, c'est des événements universitaires. C'est des chercheurs en géologie, je ne sais pas moi, en soins palliatifs, en plein de domaines. Et là, qu'on puisse venir contribuer à la recherche d'une manière très concrète, ça a été bien intéressant. La dernière chose, puis je promets, je vais te laisser parler, Kelly, mais la dernière affaire, ça a été un programme, en fait, une politique qu'on a mis en place en juin dernier. Ce n'est pas spécifique à la biodiversité, bien que des gens pourraient choisir de poser des gestes en faveur de la biodiversité. Mais on a décidé de mettre en place une politique qui permette à nos organisateurs d'événements de réduire leurs factures s'ils acceptent en contrepartie de poser des gestes éco-responsables. Là, il y a une variété. Là, notre définition de développement durable, elle est très large. C'est tant l'impact social qu'au niveau de l'environnement, qu'au niveau de la biodiversité, qu'au niveau de l'impact sur les populations locales. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on offre un rabais au prix de location de salle si la personne choisit de faire certains types d'actions. Et là, on travaille avec eux à identifier les actions, s'assurer qu'elles ont vraiment une portée et qu'elles sont intéressantes dans une perspective d'éco-responsabilité. En gros, là, je dirais que c'est les 3 grands champs. Il y en a d'autres, mais les principaux là, qui nous occupent par les temps qui courent. Merci du partage, Christian. Je pense que c'est intéressant de voir les différentes manières là, que vous avez lancé vos initiatives et on voit quelques exemples de comment déjà les gens peuvent commencer à agir là, dans leur propre organisation ou juste commencer à avoir quelques idées. À travers toutes ces différentes initiatives-là, tu as mentionné le support là, des membres de la direction, mais quelles sont les autres conditions de succès là, qui sont nécessaires là, pour les différentes initiatives que les gens souhaitent lancer chez eux? Il y a un niveau, je dirais, de mobilisation à l'interne, mais encore là, c'est sûr que ça va de soi, mais puis dans le domaine de la durabilité, surtout avec je dirais le make-up, je n'ai pas le bon terme en français, vous m'excuserez, mais le make-up des employés du Palais, la démographie de nos employés, c'est pas difficile de trouver des gens passionnés qui désirent s'impliquer. En fait, même, je pense au premier comité d'aides qu'on a créé quand moi je suis arrivé. Il y avait beaucoup d'effervescence, beaucoup de petites idées, de petits gestes que les gens voulaient poser d'emblée. Et un des défis, en fait, ça a été d'articuler ça autour d'actions structurantes.
Parce qu'on peut faire plein de petites choses au quotidien, on peut avoir plein de bonnes petites idées, mais c'est important pour une organisation comme la nôtre, à la fois pour avoir une communication intelligente auprès de nos partenaires et de nos clients, mais auprès de nos employés. Il y a un narratif à bâtir, il y a une histoire à raconter. Puis elle est pertinente et elle n'est pas fausse. Je fais bien attention parce que quand on parle de communication, parfois on a l'impression que c'est de l'air ou qu'on fait du greenwashing. C'est pas ça. C'est vraiment de raconter une histoire qui tient la route, mais dont les actions qui la composent sont articulées d'une manière structurante. Alors, ça a été important d'avoir des gens qui étaient prêts à s'investir dans cette dynamique-là. Il a fallu les encadrer correctement, mais ça, avec des gens volontaires, c'est pas très, très difficile. Puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, écoute, les autres facteurs de succès, moi, j'ai la chance, en fait, puis je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres organisations du gouvernement, mais je porte 2 chapeaux intéressants pour faciliter le développement durable. Le premier, c'est d'être l'officier, en fait, c'est le nom qu'on porte, officier du développement durable. Et donc, j'ai à rendre des comptes pour mon organisation. Et ça, c'est une chose. Mais la bonne chose, c'est que je suis aussi le grand argentier du palais. Ce qui fait que je peux déterminer le type de moyens, la capacité financière qu'on est capable de mettre derrière certains types de projets. Puis je peux pousser ça d'une manière que d'autres organisations pourraient le faire, mais ce serait un peu plus compliqué ou plus difficile. Donc, cette espèce de conjonction, moi, je trouve qu'elle a été plutôt bénéfique pour le palais. Et donc, on s'est donné une structure de gouvernance adéquate. On est vraiment en train d'amener le palais ailleurs. En tout cas, c'est ma perspective là, avec tout ça. Super. Puis, de part les 2 chapeaux là, que tu portes, donc les initiatives qui ont peut-être moins bien fonctionné là, ou qui n'ont pas autant avancé que d'autres initiatives, c'est quoi les grands apprentissages qu'on pourrait partager avec les gens qui sont avec nous? Les grands apprentissages. Bien, en fait, à part là, de ce que je vous disais, de petites initiatives qui finalement sont intéressantes, mais n'ont pas beaucoup de portée, c'est quoi les apprentissages? De se structurer, de ne pas avoir peur de se lancer, d'essayer d'essayer aussi de dresser des liens entre le développement durable et les objectifs d'affaires. De prendre le temps de faire une des choses qu'on a faites qui était intéressante, puis c'est pas la meilleure affaire depuis le pain tranché, là, je vous rassure, mais on a fait l'exercice de regarder nos objectifs stratégiques 2019-2023, de faire un mapping, comment, si on les déployait correctement, on était capable de rencontrer les ODD de l'ONU. Donc, les fameux 17 objectifs. Donc, ça nous a permis de voir que finalement, si on se donne la peine, ce n'est pas si compliqué que ça de faire le lien entre ce qui s'apparente à parfois des gestes ou des choses. On dit on ne pourra jamais faire ça. Notre stratégie ou nos objectifs d'affaires ne sont pas liés au développement durable. Puis, quand on se donne la peine de regarder, on voit qu'il y a des liens très, très… Il y a des liens qui existent, parfois plus ténus, mais parfois très forts. Et puis dans notre cas, je veux dire, ultimement, si on n'agit pas, on devient une destination qui est moins intéressante pour les organisateurs. Donc, à la limite, il y a même une question de survie dans le domaine de l'événementiel d'affaires. C'est une nécessité. Puis ça, je pense que mes collègues du comité de direction l'ont bien compris, puis nos partenaires également. Évidemment, ce qui est difficile, c'est que les choses coûtent de l'argent. Moi, j'ai les 2 chapeaux, je peux mettre des sous pour ce qui concerne le palais, puis en partie, ce qui concerne nos partenaires et nos clients. Mais je ne suis pas le grand argentier de l'organisateur de tel événement et de tel autre événement. Et là, quand vient le temps de faire des choix ou de faire des gestes, il y a toujours encore une perception que ça coûte cher et que c'est difficile à faire. Fait que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de bien leur dire « Oui, vous avez raison, ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais là, on est prêt à vous aider, d'une part. On ne fera pas tout, mais on peut vous aider. Puis faites-le, puis prenez l'habitude, parce qu'à un moment donné, on va être dans une situation où on va vous dire « Bien, si vous ne faites pas de cette façon-là, on ne vous accueillera pas au palais. » On n'est pas rendu là, mais vraiment pas. Mais il y a vraiment un discours qui se développe de vous voulez venir à Montréal, vous voulez profiter de la destination et du Palais des Congrès. Il y a des gestes à poser pour avoir ce bénéfice. Et quand tu parles peut-être du futur, là, ou comment vous allez interagir avec vos partenaires, là, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez déjà nous partager de ce qui s'en vient au Palais des Congrès? Bien, ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, là, je ne peux pas vous le mettre malheureusement sous les yeux, mais comme je vous disais, on est à compléter le plan stratégique 2023-2027.
Puis, on a 8 objectifs stratégiques, ce qui est encore beaucoup à mon sens, mais qui est quand même en diminution par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et sur les 8, il y en a 4 qui sont spécifiquement reliés au développement durable, puis à un des volets des ODD de l'ONU. Un qui est très clairement, je veux dire, attaché à l'éco-responsabilité du palais, puis à de meilleures pratiques d'éco-responsabilité, de durabilité, tant chez nous comme organisation qu'avec nos clientèles. Je dirais peut-être que la dernière frontière sur laquelle on va devoir mettre beaucoup d'efforts avec nos partenaires, nos clients, c'est tout ce qui est lié aux matières résiduelles. La gestion des matières résiduelles pour un lieu d'événement, c'est un casse-tête et on a besoin de mettre les pièces ensemble comme du monde au cours des prochaines années parce qu'on va manquer le bateau. Mais on le sait, on y met les efforts. On a bien hâte de voir, d'être capable de justement de publier l'amélioration sur notre taux de recyclage, d'améliorer comment le fait de réduire à la source la quantité de déchets qu'on génère et que nos événements génèrent. Fait que non, c'est excitant là, ce qui s'en vient, c'est intéressant. Puis on va bâtir là, sur ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, puis on va espérer faire mieux dans le futur. Puis je vous invite à nous suivre, à voir qu'est-ce qu'on arrive à faire comme lieu de rencontre, en fait, comme type d'organisation. Super, merci Christian. Donc, je vois qu'il y a quelques questions là, qui commencent à apparaître dans le clavardage, là, mais avant de prendre les questions, Christian, est-ce que tu aurais un dernier mot là, pour les gens qui sont avec nous, les inspirer à passer en action ou un dernier petit mot? Écoutez, dans vos organisations, c'est sûr que j'ai eu la chance, moi, d'arriver dans une organisation avec dans un poste qui me permettait d'agir très concrètement, mais on ne fait rien tout seul, là. C'est pas vrai que Christian Ruel est capable je vais faire le développement durable au Palais des Congrès. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, n'ayez pas peur de vous investir. N'ayez pas peur de poser des questions aussi lorsque vous avez des forums qui le permettent à votre haute direction. Questionnez-les, c'est quoi les positions? Pourquoi il n'y a peut-être pas d'objectifs stratégiques qui sont liés au développement durable? Je pense que c'est tout à fait légitime de le faire. Lorsqu'il y a des opportunités d'implication, saisissez-les. Souvent, c'est pas le développement durable, pour la plupart d'entre nous, c'est pas un travail au quotidien. C'est des moments dans l'année ponctuels où on met des efforts pour faire des actions ou créer des événements propres au développement durable. Donc, n'hésitez pas à vous investir. Super. Merci beaucoup, Christian. Donc, j'invite les gens à continuer là, de venir remplir là, les questions là, dans le clavardage. Et avant qu'on y réponde, je sais que notre collègue Florian avait peut-être un petit mot là, à nous partager. Là. Donc, Florian, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Merci, Kelly. Je voulais juste vous rappeler qu'on lance un petit sondage. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Ça nous permet un peu de mesurer notre impact et aussi vous permet de vous exprimer un peu sur le format du webinaire. Et on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, n'hésitez pas à remplir le sondage que je viens de mettre dans le chat. Merci beaucoup. Super, merci Florian. Donc, je vois une question. Nadia, je ne sais pas si toi, tu vois les questions de ton côté. Oui, je les vois très bien. Et en fait, je peux mentionner 2 questions. En fait, je vais commencer par la deuxième parce que je crois que je peux en partie répondre aussi à la première. Donc, vraiment, la question, c'était vraiment quels exemples concrets d'actions structurantes pour embarquer les cadres dans la biodiversité? Et l'autre question, c'est vraiment par rapport à nos attentes de diplômés HEC. Donc, je pense qu'on peut répondre ensemble à cette deuxième question, Christian. En fait, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que c'est un enjeu. Le développement durable, pour moi, je le vois comme on est un tournant. Enfin, on est un tournant depuis un certain temps, mais là, il y a quelque chose de générationnel, encore plus puissant. Je trouve, je n'arrive pas à bien l'exprimer, mais si les diplômés de HEC ne s'impliquent pas, les gens qui travaillent en environnement, où il y a une certaine jeunesse qui est déjà mobilisée derrière ça. Quand les gens qui viennent d'une école de la haute, des HEC en fait, des hautes études commerciales, quand
quand des gens qui en proviennent décident d'embarquer puis de s'investir, ça envoie un signal, puis c'est un symbole. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Et si vous voulez bien, je peux compléter aussi. Bon, on a les comités, on a lancé les comités pour avoir une plateforme. En fait, je pense que c'est vraiment une bonne raison de se dire on peut tous et toutes changer quelque chose dans nos organisations. Les grands réseaux d'alumni pour la planète, en fait, visent les personnes à mi-carrière qui ont une certaine influence, qui peuvent mobiliser leurs pairs. Donc, moi, j'ai vraiment envie aussi de vous inviter à nous proposer. Des fois, on peut être dans une situation moins privilégiée que celle à Christian ou dans la mienne, ou HEC Montréal a carrément changé sa mission pour dire qu'on veut former des gestionnaires responsables et engagés envers le développement durable. Et en fait, je pense que le fait d'avoir des pairs qui sont prêts à vous donner des conseils, à vous aider à dénouer des impasses parfois dans vos organisations. Des fois, c'est juste une question de présentation de l'information avec la stratégie de votre entreprise, de votre secteur pour pouvoir mobiliser vos collègues à l'interne. En fait, je vous invite vraiment à nous faire signe avec nos grands réseaux de diplômés et les grands réseaux d'Alumni for the Planet au niveau international. Je suis certaine qu'on peut organiser des séances de coaching par les pairs où on peut trouver vraiment des solutions à vos enjeux. Donc, c'était beaucoup l'intérêt de participer au réseau, de pouvoir avoir une raison et une plateforme pour nous mobiliser. Je vais rebondir, Nadia, parce que c'est exactement ça l'objectif d'Alumni pour la planète et Alumni for the Planet. Et je vais profiter aussi pour poser une question à Christian Ruel. On voit bien qu'il y a une dynamique du top management et c'est très intéressant de voir que le responsable développement durable a aussi les finances. C'est une gouvernance très intéressante. Je n'en connais pas beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et ma question maintenant est plutôt les mouvements bottom-up, c'est-à-dire les employés, est-ce qu'ils s'organisent en collectif? Est-ce qu'ils s'organisent pour faire accélérer le mouvement du haut, on comprend, est fort, et ça ne fonctionne que si tout le monde est embarqué. Et on sait parfois que embarquer tout le monde, ça demande aussi que tous les collaborateurs s'organisent. Est-ce que vous avez à l'intérieur du Palais des Congrès, dans le staff, des gens qui s'organisent, qui se mettent en collectif, qui se mettent en groupe pour pousser des projets pour que ça passe at scale? Parce qu'en entendant ce que nous a dit Antoine Cady, on s'aperçoit qu'on est loin du compte. Alors peut-être que vous êtes plus avancé, mais dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on veut, c'est inspirer des endroits où ce n'est pas encore le cas, des entreprises, des organisations. Parce que voilà, on n'a pas 10 ans pour en profiter, on a 10 ans pour agir. Et voilà, donc c'est ma question. Est-ce qu'il y a des mouvements du bas vers le haut, si je peux m'exprimer ainsi, et comment ça fonctionne, et est-ce que c'est efficace? Merci. Si je suis entièrement honnête et transparent, je serai obligé de vous répondre qu'il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas une si grosse. Le Palais des Congrès, là, on parle d'à peu près c'est 200 employés, là, grosso modo, dont la moitié qui travaillent lorsqu'il y a des événements chez nous. Donc, les initiatives de bottom-up, souvent, elles vont être canalisées. Il y en a quelques-unes, mais elles sont canalisées via on a mis en place un comité de développement durable qui regroupe des représentants de toutes les directions du palais. On est une douzaine sur ce comité-là. Et c'est souvent via eux que des idées, par exemple, souvent, on avait l'habitude, nous, de remercier ce qu'on appelle nos ambassadeurs. C'est des gens avec qui on travaille pour créer des événements chez nous. On les remerciait par des cadeaux, des fameux cadeaux. Là, on est en train de... C'est rien, puis en fait, c'est vraiment anecdotique là, parce que c'est pas le genre de choses qui a un poids énorme, mais quand même, encore une fois, dans une perspective de symbole, on est en train de faire la transition vers... Au lieu de leur offrir un petit cadeau, ça va être soit de la compensation carbone qui n'est pas l'idéal, ou ça va être tout simplement du temps de soutien, par exemple, à des OBNL qui travaillent auprès de populations marginalisées, des choses de cette nature-là, où on est en train de transformer un peu la manière dont on remerciait nos partenaires. Mais
il n'y a pas tant d'initiatives qui lèvent du sol et les regroupements hors de notre comité, à ma connaissance, j'en ai pas vu cette espèce de regroupement de gens volontaires et intéressés par eux-mêmes. Merci, Christian. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que les gens voudraient poser à Christian? Oh, je me permets juste d'intervenir à nouveau parce que tu avais parlé d'actions structurantes, Christian, et ça me semblait intéressant parce qu'il y avait plein d'idées qui venaient comme ça, mais d'avoir des idées, des actions structurantes. Est-ce que tu pourrais donner des exemples, s'il te plaît? Ce qu'on trouve intéressant et structurant pour nous, tout ce qu'on est en train de bâtir puis la capacité qu'on est en train de se donner pour mieux gérer les matières résiduelles, ça, pour nous, c'est pérenne. C'est quelque chose qui va devenir pérenne. C'est quelque chose qui va avoir un réel impact sur notre footprint, notre marque en termes de GES, mais en termes je dirais, de pollution de manière générale. L'autre, je vous parlais de la politique tout à l'heure. La politique, en fait, elle est structurante dans la mesure où elle est en train de changer la manière dont nos clients abordent l'éco-responsabilité et qu'on met un peu d'huile dans la machine, un peu d'argent en fait dans ce cas-ci, pour qu'ils comprennent qu'il y a de la valeur à poser ces gestes-là, puis que même si ça coûte un petit peu plus cher, pour eux, ils vont être en mesure d'en retirer un bénéfice parce qu'ils font la bonne affaire, leurs clients vont être contents, ils vont être capables de communiquer cette information-là, c'est-à-dire que je prends des postures qui favorisent, qui ne règlent pas tous les problèmes, on s'entend bien, là, mais qui favorisent l'éco-responsabilité. Donc, pour nous, c'est ce genre de choses-là. Puis on est en train, là, je vous parlais qu'on avait fait l'évaluation de l'empreinte de GES de notre bâtiment et on va chercher le scope 2, puis on va travailler sur le scope 3 également au cours des prochains mois pour vraiment avoir le portrait complet. Puis là, agir en fonction de ça, chercher à compenser au départ, puis ensuite de ça, chercher à diminuer ce qu'on génère. Super, merci Christian. Bon, je pense que peut-être qu'on a fait le tour là, de la période de questions. Là, si jamais il y en a qui rentrent, là, on pourra les adresser. Frédéric ou Nadia, je vous laisserai peut-être la parole pour terminer. Ce qui serait intéressant, peut-être Nadia, si tu es d'accord, c'est que Christian et Antoine, après la discussion qu'on a eue, nous donnent quelques pistes d'action pour les participants qui, eux, sont pas toujours dans un environnement aussi porteur que celui du Palais des Congrès. C'est à la fois inspirant et en même temps, c'est un peu l'objectif à atteindre. Mais Antoine et Christian, il y a une urgence, on l'a entendu avec Antoine. Il y a une voix, on l'a entendu avec Christian. Il y a des outils aussi, on l'a entendu avec Antoine, qui permettent de commencer à faire des mesures, des KPI et des mesures. Il y a des structures de gouvernance qui permettent d'avancer. Et ça, c'est ce qui nous intéressait, c'est de savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens qui sont, comme nous, je dirais, dans des entreprises, dans des organisations, et qui ont besoin de passer à l'action dans la durée et d'être motivés pour ça. Quelles sont les clés? Est-ce que vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes, ou même plus si vous voulez chacun, pour vraiment communiquer ça aux participants? Peut-être commencer avec Antoine et ensuite Christian. Oui, écoutez, moi vraiment, Christian, merci beaucoup pour ce témoignage finalement, hein. Et c'est, je crois, tout à fait saisissant qu'un organisme comme celui que vous représentez puisse avoir ce niveau d'ambition. Voilà, vous êtes en plein milieu de Montréal, il n'y a pas de nature de base, et pour autant, vous arrivez à faire des choses. Donc, je crois que c'est une note tout à fait positive. Voilà, Frédéric, je crois que vous avez rebalayé en fait l'ensemble des choses. Ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière la biodiversité, c'est compliqué. Voilà. Donc la biodiversité, c'est compliqué. Ok, c'est un fait. Néanmoins, on a des objectifs clairs qui sont sortis de la COP. On a des rapports extrêmement documentés que nous fournissent notamment les scientifiques de l'IPBES. Il y a des outils, le Global Biodiversity Score, d'autres outils encore, etc., qui vous permettent de vous positionner risque et dépendance par rapport à ça. Il y a une réglementation qui avance, il y a une attente des parties prenantes.
Et donc, chacun, selon sa gouvernance, selon son appétence à faire rentrer ses parties prenantes dans certains organes de gouvernance, des habitudes, des pays, des continents, etc., peut et doit se mettre en configuration d'intégrer la biodiversité, en fait, simplement au même niveau qu'il traite les autres sujets, que ce soit la disponibilité de telle ou telle matière première, que ce soit ses interlocuteurs en amont ou en aval dans la chaîne de valeur, que ce soit ces négociations avec ces investisseurs. Et donc, la biodiversité, en fait, doit être embarquée sur l'ensemble de ces fronts, je dirais tout simplement. Moi, je conclurai en fait en vous racontant une petite anecdote. La COP 15 à Montréal, ma patronne a eu le coup de téléphone de la ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Environnement du Canada. C'était au mois de mai 2022. Les événements de cette nature-là, ils s'organisent habituellement de 12 à 18 mois à l'avance. Il y a toute une séquence. Et là, dans le fond, est-ce qu'on peut accueillir la COP? Elle répond oui. Pour quand? Dans 5 mois. Alors, on a répondu oui. Et là, il fallait se repousser les manches. Mon point est simplement de vous dire qu'on a réussi comme lieu à organiser et offrir un environnement où la COP 15 a pu faire réaliser, évidemment, il y a tout le travail en amont qui a été fait, mais il s'est passé quelque chose durant la COP 15 qui ne s'était pas passé auparavant. On a eu 5 mois pour l'organiser. Mon point est de vous dire que quand on se donne les moyens, quand on essaye, quand on travaille coude à coude, ben, il y a des choses assez surprenantes qu'on arrive à accomplir, dont organiser des événements de 11 000 personnes en 5 mois en plein cœur de Montréal, avec une sécurité que je n'avais jamais vue de ma vie quand la GRC puis l'ONU se sont mis dans ça. Mais une expérience extraordinaire là, dans une perspective d'organisation. Merci beaucoup. Ça, c'est inspirant, vraiment, vos conclusions. Merci. Peut-être, Nadia, on va passer la parole 2 minutes à Florian pour qu'il donne le résultat du petit sondage. Je crois qu'il y a 25-30% des gens qui ont répondu. Florian, tu nous fais une petite restitution et après, on continuera le sondage à ceux qui n'ont pas, on le renverra à ceux qui n'ont pas encore répondu. Et on le partagera bien évidemment avec tout le monde. Oui, merci Frédéric. Je remets le lien tout de suite dans le chat pour les personnes qui veulent y répondre maintenant. Merci à ceux qui ont répondu. Nous, on fait un sondage pour connaître votre avis, mais aussi pour un peu mesurer l'impact de nos webinaires et savoir le nombre d'entre vous qui sont prêts à passer à l'action au sein de leurs entreprises. Suivre un peu l'exemple de Christian. Les actions que vous avez dit être prêts à mettre en place dans vos entreprises, c'est d'une part créer un groupe de travail pour réfléchir aux actions à lancer en faveur du climat et de l'environnement. Et la création d'un groupe, c'est souvent la première étape. Aussi mettre en place des actions de sensibilisation, et ça peut être la fresque de la biodiversité qui existe. Et la troisième action la plus choisie, c'est se renseigner sur l'existence d'un bilan carbone dans votre organisation, donc ce qui est déjà fait. Et ensuite, 56% d'entre vous avaient dit avoir déjà identifié 3 collègues avec qui discuter de ces actions à mettre en place. Donc, déjà commencer à créer un collectif. Et la moitié d'entre vous vous dites prêts à les contacter d'ici une semaine. Et ceux qui n'ont pas encore identifié ces 3 collègues, 71% d'entre vous sont prêts à les identifier. Donc, ça donne un peu d'espoir pour ce qui est à venir. Voilà. Merci Florian. Je laisserai Nadia conclure. Je voudrais juste dire que on essaie chacun de contribuer à faire avancer l'action. On est convaincu à Alumni for the Planet et Alumni pour la planète Québec, HEC Montréal Alumni, que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette aventure. Rejoignez-la en vous inscrivant sur le site Alumni for the Planet, que peut-être, Florian, tu peux remettre une dernière fois. Plus on sera nombreux, plus ça va faire boule de neige. Et on souhaite qu'il y ait encore de la neige.
et des grandes boules de neige à l'avenir. Donc, on va essayer d'être le plus nombreux possible. Vous voyez là, dans le chat a été mis le lien pour s'engager. Je voudrais remercier tout particulièrement Antoine Cady et Christian Ruel. Le niveau d'expertise et d'inspiration, je pense, est assez exceptionnel, et c'est pour nous la première fois qu'on fait un webinaire biodiversité, puisque Alumni for the Planet, c'est climat et environnement, environnement incluant la biodiversité. Et donc, un grand merci. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, et un grand merci aussi au comité HEC Montréal Alumni pour la planète. Et Nadia, peut-être le dernier mot. C'est pas le mot de la fin, mais c'est le mot pour encourager tout le monde à continuer dans la voie de l'action pour le climat et l'environnement. Merci à tout le monde. Nadia, je te laisse conclure. Merci beaucoup, Frédéric. Et en fait, je ne peux conclure que par dire merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Comme tu l'as mentionné, c'est la première fois qu'on fait un webinaire avec les réseaux en tant que membre. Il me reste qu'inviter aussi mes collègues qui sont des diplômés d'autres universités au Québec qui sont présentes aujourd'hui ou qui sont double diplômés de différentes institutions, de ne pas hésiter à encourager leur institution aussi à se joindre au mouvement et à faire partie de ces grands mouvements. Merci beaucoup à tout le monde, et encore une fois, un merci tout spécial à Antoine et à Christian d'avoir partagé leur expertise et leur inspiration de façon si généreuse. Merci, avec plaisir. Très bonne soirée et très bon après-midi à tous.